Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de vous présenter mon dernier update lecture, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur Montreuil. Alors j'étais assez surprise parce que vous avez été quand même pas mal à me poser la question à savoir si je comptais venir au salon de Montreuil début décembre, que ce soit via les réseaux sociaux, sur mon fil de commentaires YouTube, donc je ne pensais pas que ça puisse vous intéresser, donc merci en fait, ça m'a touchée. Donc je vous ai répondu au fil de l'eau et puis je me suis dit que voilà, ça pourrait être sympa de vous répondre également par vidéo. Je compte me rendre au salon de Montreuil, ce sera d'ailleurs ma toute première venue sur le salon. Je serai présente uniquement le samedi 5 décembre, donc toute la journée ou quasiment. Je compte être là pour l'ouverture à 9 h. D'ailleurs, j'aurais tort de me priver étant donné que je vis en région parisienne. Donc voilà, ce serait vraiment un grand tort de ma part de ne pas m'y rendre. Et je compte rester bien jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus, donc une grande partie de la journée je l'espère. Et en tout cas si jamais vous me reconnaissez au détour d'une allée ou au détour d'un stand, très sincèrement n'hésitez pas à venir me dire bonjour, n'hésitez pas à venir papoter avec moi, j'en serais vraiment la première ravie de pouvoir vous rencontrer. Et avant de clôturer cette petite parenthèse Montreuil, je tenais à vous signaler que si vous êtes belge, si vous habitez en Belgique et que vous allez vous rendre cette année au salon de Montreuil, Sarah a organisé un événement sur sa page Facebook pour que tous les Belges puissent se retrouver ensemble et passer cette journée ensemble. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'événement qu'elle a créé en barre d'infos. Qu'est-ce que vous faites comme bruit à manger votre foin? Aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter, malheureusement ça va être une vidéo un petit peu mitigée au niveau de mes avis puisque j'ai eu 2 bonnes lectures et 2 franchement pas terribles. D'habitude je vous les présente vraiment de manière chronologique, mais là très honnêtement je pense que je vais insérer mes 2 lectures pas terribles au milieu de cette vidéo histoire de terminer quand même sur une note un petit peu positive. J'ai lu le 5e tome de Princesse Sarah, écrit, dessiné par Alouette Moretti et Duclos. Ce 5e tome s'intitule Retour aux Indes. J'aime beaucoup cette couverture de la bande dessinée. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que dans ce 5e tome, on commence vraiment un nouveau cycle puisque ça y est, Sarah est adulte. Il y a une dizaine d'années qui s'est passé entre le 4e tome et le début de ce 5e tome. Et dans ce tome-ci, elle va se rendre un petit peu en Inde, donc ça va être une sorte de retour aux sources. J'ai apprécié la voir adulte, je trouve que les traits de son visage sont extrêmement bien réalisés. Ce qui m'a un peu déplu en revanche, c'est que la colorisation a vraiment changé. Je crois qu'ils ont engagé une autre personne par rapport aux 4 premiers tomes. Là, on a des couleurs, alors je vais vous montrer sur une double planche, vraiment trop pastel à mon goût. C'est un petit peu trop couleur bonbon comme ça, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Donc voilà, par exemple, une double planche pour vous montrer un petit peu comment ça rend. Autrement, j'ai apprécié le dépaysement qu'apporte le changement de pays, ça, il n'y a pas de souci du tout. L'histoire est intéressante puisque Sarah n'a pas du tout changé, sa personnalité est toujours aussi plaisante à suivre, elle est volontaire, son caractère est vraiment affirmé. Ça a été que du plaisir pour moi de la retrouver. En revanche, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Becky, qui était un petit peu une servante dans les 4 premiers tomes et qui sert un petit peu de dame de compagnie actuellement à Sarah, donc je crois qu'elle n'a plus du tout la tête sur les épaules. Je pense qu'elle a l'air d'oublier un peu trop souvent que c'est Sarah qui l'a tirée de la misère, parce que vraiment je lui ai trouvé un caractère d'enfant gâté, très capricieuse, parfois hautaine. Je ne l'ai absolument pas reconnue et appréciée dans ce volume. Autrement, on découvre de nouveaux personnages, alors bon, je ne vais pas trop vous en parler non plus. En résumé, ça a été, comme toujours, un bon moment de lecture pour moi. J'ai également lu le premier tome de Victorian Fantasy qui s'intitule Dentelle et nécromancie, écrit par Georgia Caldera et publié aux éditions J'ai lu. J'ai lu de bons avis sur ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. D'autant plus qu'on est dans un univers un petit peu steampunk et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai appris à apprécier dernièrement. Donc je me suis dit ça ne peut être qu'un bon moment de lecture. Pas du tout. Donc on suit ce personnage-ci qui s'appelle Andraste, qui est une sorcière qui vit enfermée depuis sa tendre enfance dans un coven pour la protéger du soleil parce qu'on lui a dit qu'elle avait une espèce d'allergie assez sévère et qu'elle ne supporterait pas la lumière directe du jour.
Bon, Andraste se pose beaucoup de questions, elle n'a que peu de réponses, elle trouve sa vie un petit peu morne et insignifiante et son quotidien va changer du tout au tout le jour où la reine d'Angleterre Victoria va lui envoyer une invitation à suivre des cours de nécromancie à sa cour. Donc la reine Victoria n'étant pas quelqu'un à qui l'on dit non, Andraste va donc se rendre à la cour de la reine accompagnée de sa sœur qui va lui servir de chaperon. Elle va faire la connaissance de son professeur de nécromancie qui s'appelle Lord Blackmorgan et qui est un personnage vraiment à part entière. Voilà pour le résumé de l'histoire. Alors dit comme ça a l'air plaisant. Effectivement, j'ai commencé ma lecture, j'étais très enthousiaste, très intriguée et très intéressée. Et mon intérêt n'a fait que décroître. Plus j'avançais dans ce livre, et plus je me disais que non, franchement, c'était pas possible. Déjà, je ne savais pas que la romance allait prendre autant d'importance à l'intérieur de ce livre. Alors oui, je suis une fille, et oui, comme toutes les nénettes, j'aime beaucoup les histoires d'amour, j'en suis friande, mais alors vraiment pas de cet acabit. Déjà, les deux personnages m'ont fait pousser des soupirs, mais à fendre l'âme. Blackmorgan, alors lui au départ il me plaisait bien parce que c'est un petit peu la figure de l'anti-héros, le mec un peu rebelle et charismatique, vous voyez le genre. Sauf que également c'est un dépravé, on insiste bien sur le fait que c'est un alcoolique, c'est un obsédé sexuel. Et il a plein d'autres défauts de ce genre-là, donc voilà. Au départ, ce que j'aimais bien, c'est que il se cherche, il se titille, il se chamaille, on assiste à des joutes verbales qui sont parfois assez drôles. Sauf que de drôle, c'est rapidement passé à lassant et au final, j'ai trouvé aucune saveur dans leur dialogue. Et ce que je reproche énormément à cette histoire, c'est que justement, l'histoire à proprement parler est absolument inexistante, où elle sert vraiment de faire valoir à la romance. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la malédiction de la famille de Blackmorgan, c'était l'espèce de allergie au soleil dont est victime Andraste. Voilà, il y avait plein de choses qui vraiment m'intéressaient, m'interpellaient, et tout ça c'est hyper relégué au second plan. Pareil, la nécromancie, le fait de relever les morts, je trouve ça vachement intéressant. Suivre ce genre de cours, pourquoi pas, c'est original, mais tout ça c'est tellement passé au second plan, les cours ils sont à peine abordés. Vraiment, j'étais très déçue, je trouvais que c'était hyper superficiel. En plus, pour un bouquin qui se veut un tant soit peu d'époque, on a une panoplie d'injures, d'insultes, etc. actuelles. Donc franchement, il y a un décalage et ça va pas du tout. Et pour en revenir à l'histoire, tout est résolu, tout est entre guillemets bâclé dans les 40 dernières pages. Que les choses soient claires, pour moi ce livre a vraiment été une déception. C'est une série composée de tomes compagnons. Clairement, je ne suis pas emballée pour me procurer le tome 2. J'ai lu Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury qui est une auteure française. C'est un livre qui est édité aux éditions Black Moon. Alors il s'agit d'un thriller pour la jeunesse. Déjà, il faut savoir que moi les thrillers, j'aime pas des masses. Déjà, je suis une grosse chouchotte. Alors, ça va être très paradoxal ce que je veux dire. Je suis une grosse chouchotte, je suis facilement impressionnable, mais bizarrement, quand je lis un thriller, je m'attends à être impressionnée. Voilà, c'est très paradoxal, je l'ai dit. Et ce que j'attendais en l'occurrence de ce thriller, c'est qu'il me donne au moins quelques sueurs froides, et ça n'a pas du tout été le cas. C'est pour ça que je ne peux pas lui donner une note excellente et que je lui ai donné à peine la moyenne. Un serial killer qui sévit, et son modus operandi est assez original dans le sens où il prévient les familles à la naissance de la petite fille. La petite fille a toujours à peu près les mêmes caractéristiques physiques, elle a des yeux clairs, la peau claire, de longs cheveux blonds. Et le serial killer va tuer la jeune fille le jour de son 16e anniversaire à l'aide d'une mise en scène qui fait extrêmement penser justement au conte de La Belle au bois dormant. On va suivre Ariane qui est justement désignée comme une victime potentielle du serial killer. Ses parents ont pris l'habitude depuis sa plus tendre enfance de déménager constamment, de surveiller à chaque fois derrière leur épaule s'ils ne sont pas suivis, s'ils ne sont pas espionnés. Ce qui m'a un petit peu dérangée dans ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est l'absence de sueur froide. Alors je suis d'accord, c'est un thriller qui est destiné à la jeunesse, on ne peut pas mettre du glauque, on ne peut pas mettre n'importe quoi avec un tel public. Néanmoins, je pense que ce livre manquait cruellement de rythme. Et je pense qu'avec un peu plus de rythme, un peu plus de suspense, ça aurait pu mieux passer avec moi.
D'autre part, je n'ai pas trop accroché avec les personnages, je n'ai pas réussi à m'attacher par exemple à l'héroïne ni au flic, et je trouve que le flic est vraiment mais, une caricature à lui tout seul quoi. Le mec qui a un passif de dingue, qui est mal dans sa peau, enfin c'est tellement cliché. Pour une petite référence aux contes de fées sont quand même légères, c'est-à-dire que on retrouve l'allusion aux marraines des bonnes fées, on retrouve toute la mise en scène de la mort qui fait penser voilà, à la Belle au bois dormant, on retrouve ce genre de choses. Maintenant ça va pas chercher non plus trop loin, hein. Il ne faut pas s'attendre à trouver des éléments fantastiques ou quoi que ce soit dans ce livre parce que clairement ce n'est pas le cas. Donc voilà, pour moi ça a été une lecture comme ça parmi tant d'autres qui ne me laissera pas un souvenir impérissable. J'ai lu un livre de fantasy qui m'a énormément plu. Il s'agit de Martyr, le tome 1, écrit par Olivier Perroux et sorti aux éditions J'ai lu, donc en poche. J'ai énormément apprécié cette histoire, malgré que ce soit une grosse brique qui m'a tenue en haleine tout le mois de septembre, et je l'ai terminé début octobre, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut noter par rapport à ce livre, c'est qu'on a pas mal d'illustrations à l'intérieur qui sont réalisées par l'auteur lui-même, donc c'est assez sympathique. En général, ça se présente comme ça en début de chapitre. Ça fait penser un petit peu à des blasons du Moyen-Âge, et il y a également pas mal de cartes de jeux de tarot. Alors je ne sais pas si je vais vous en trouver une, si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. Eh bien, ça ne sera pas le cas, tant pis. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, et Dieu sait que c'est compliqué quand il s'agit de fantasy tellement l'univers à chaque fois est hyper dense, on va suivre deux frères qui s'appellent Elbrand et Irmine. Ces deux frères ont des yeux d'or tout simplement parce qu'ils sont des descendants d'un peuple guerrier surpuissant nommé les Arzerkers qui ont été décimés il y a plusieurs décennies de cela. Et les derniers représentants de cette race passent leur vie à se cacher parce que sinon ils risquent tout simplement d'être tués par l'armée du roi, et ils monnaient leur talent de chasseurs de primes, ce genre de choses en général, en échange d'argent pour pouvoir survivre. Dans cet univers très riche, voir des fantômes est vraiment une chose courante, de plus en plus courante. Ce qu'il est en revanche beaucoup moins, c'est que Irmine, le plus jeune des deux frères, va un beau jour, au détour d'une quête, croiser son propre fantôme. Et ça, c'est complètement inédit, et ça va signer le début d'une grande aventure. Donc dans ce livre, on va suivre plusieurs points de vue, tantôt Elbrand, tantôt Irmine, tantôt d'autres personnages. Je dois dire que les deux frères, je les ai beaucoup appréciés, avec plus d'affinité peut-être pour Irmine. Curieusement, parce que c'est pas le genre de héros classique, étant donné qu'il est loin d'être avenant. C'est un solitaire qui a tendance à ne pas être très expressif, pas très enthousiaste, qui fait un petit peu profil bas, qui vit sa vie comme ça sans trop se poser de questions. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvé touchant à sa manière. Ce que j'ai absolument adoré dans ce livre, ce sont les méchants, parce que je trouve que l'auteur a un talent fou pour peindre les portraits des méchants. C'est-à-dire que j'avais l'impression de les voir en fait en face de moi, tellement ils sont criants de réalité. Alors là c'est peut-être un petit peu flou pour vous, mais je vais vous parler du roi Carmalis, qui est un des grands méchants de l'histoire, qui est obèse, accro à la nourriture, et pour autant il se dégoûte lui-même. Cet homme est un monstre, mais un monstre dans tous les sens du terme, autant physique que mental. Et je l'ai trouvé mais tellement intéressant à suivre, tellement criant de vérité en fait. Son personnage m'a vraiment bluffé. Olivier Perroux sait absolument où il va, dans quoi il met les pieds, il a pensé à chaque détail et il a créé vraiment un monde hyper riche, foisonnant et complet, et ça vraiment j'adore. Ça contribue en fait à rendre le récit hyper intéressant. Vous attendez à un concentré d'action pure, vraiment passez votre chemin, parce que ici on a des descriptions, et Dieu sait que je suis la première à trouver les passages descriptifs un peu chiants, mais vraiment je n'ai eu à aucun moment cette impression en lisant ce livre, parce que tout ce que je pouvais glaner comme détails, comme information, et ben, je trouvais que ça apportait énormément au récit, et j'ai suivi tout ça avec un grand plaisir. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre.
Cette update lecture est désormais terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!